Salut à tous. Ça y est, enfin, on y est. Après des mois, que dis-je, des années d'attente, je vous dévoile le numéro 1 du Top 25 Action Movies. Alors, nous avons vu un large spectre du cinéma d'action, des productions hollywoodiennes à la vague hongkongaise. J'ai aussi essayé de choisir des films venant de différentes époques, mais pour ce dernier numéro, j'avais envie de sélectionner un film plus récent afin de ne pas trop sombrer dans le passéisme. J'ai donc décidé de parler de Mad Max Fury Road, un film de George Miller sorti en 2015. Avant de commencer, je tenais à remercier Johan Orsulik, membre du ciné-club de Monsieur Aubin, pour sa contribution et ses nombreuses pistes de lecture. Vous pouvez aussi retrouver le travail d'analyse de Johan sur le site bien nommé Furiosa. Et tant qu'on est aux remerciements, merci aussi à Melvin Z, Luc Buckmaster, Kyle Buchanan et David Fakrikian pour leurs ouvrages, qui ont été de vraies mines d'informations pour cet épisode. Bon, maintenant que ça c'est fait, prenez place et accrochez-vous à votre siège. Oh, what a day! What a lovely day! Nous allons remonter à la source de la saga Mad Max pour découvrir dans quel contexte elle est née. Il faut d'abord se rappeler que le tout premier Mad Max est issu de la collaboration entre deux personnes. D'un côté, George Miller, australien d'origine grecque, qui va suivre des études de médecine tout en gardant un œil sur sa passion, le cinéma. De l'autre côté, Byron Kennedy, qui tournait déjà des courts-métrages amateurs depuis son adolescence, et qui va fonder sa propre compagnie de production. Partageant le même désir de faire des films, les deux gaillards finissent par se rencontrer au cours d'un stage financé par le gouvernement australien, afin de permettre aux étudiants de se former à la réalisation. Il faut se dire que le cinéma dans ce pays en était au point mort. L'essentiel de la production audiovisuelle étant tourné vers la télévision et l'importation de films américains. Après ce stage, ils décident de continuer à travailler ensemble. Issus de la contre-culture de l'époque et nourris à des films comme La Horde Sauvage, La Bataille d'Alger ou Orange Mécanique, ils ont l'idée de réaliser un court-métrage nommé Violence in the Cinema Part 1. Il s'agit d'un petit film où l'on voit un commentateur subir toutes sortes de violences tout en continuant son discours. On remarque déjà l'attrait des deux cinéastes pour la violence et l'humour noir. Au cours des années 70, le gouvernement australien se laisse convaincre par la nécessité de développer son industrie cinématographique. Et c'est ainsi que le cinéma australien va connaître une nouvelle vague. Des films qui mettent en avant les paysages, le folklore du pays, le culte de la bagnole et de la bécane, et les bonnes choses de la vie. Ce seront les débuts de réalisateurs comme Ted Kotcheff, futur réalisateur du premier Rambo, avec son hallucinant Wake in Fright, ou encore le prodige Peter Weir qui va vraiment créer cette impulsion avec des œuvres variées comme Les voitures qui ont mangé Paris, Picnic à Hanging Rock ou La dernière vague. Comme dernier exemple notable, il y a le film de biker Stone. Le film est un véritable phénomène dans le pays, si bien que la plupart des membres du casting se retrouveront dans le futur film de Miller et Kennedy. C'est dans cette ambiance que va se créer Mad Max. Après 18 mois d'écriture, le film est prêt à être tourné, mais rien ne se passe comme prévu. Tourné la plupart du temps sans autorisation, avec une sécurité un peu légère qui va mener à quelques accidents sur le tournage, une organisation à l'arrache, des bagarres, de l'alcool, du trafic de drogue et un George Miller qui aura du mal à s'imposer devant son équipe, songeant même à déléguer la suite du tournage à un réalisateur plus expérimenté. C'est un vrai baptême du feu pour les deux créateurs. Persuadés que le film sera une catastrophe, les deux partenaires ne se doutent pas qu'ils ont accouché d'un film unique. Mad Max sort en 1979 et devient progressivement un gros succès. Il fera même partie des films les plus rentables de l'histoire du cinéma. L'agressivité du film est totalement dans l'air du temps, avec la vague punk rock ou les BD du magazine Metal Hurlant et 2000 AD, qui déferlent sur la planète. Les prises de vue à ras du sol pour donner une impression de vitesse, des cascades mortelles, le montage très nerveux et le tout filmé dans un format cinémascope qui capte l'immensité des paysages australiens, tout cela donne un cachet unique au film. Et puis, il y a la révélation Mel Gibson. Complètement habité par la violence de Max, qui va devenir une star montante. Le duo Kennedy-Miller va comprendre la force de leur collaboration. D'un côté, le génie créatif et narratif, et de l'autre, celui qui va s'occuper de mettre en place la logistique du tournage, allant même jusqu'à tourner quelques scènes de cascade. Le film est tourné pour un budget misérable de 350 000 $ australiens et rapportera au final environ 99 millions de dollars australiens avec son exploitation mondiale. Miller est surpris par ce succès et cherche à comprendre pourquoi.
L'anecdote est célèbre. Selon le pays, on perçoit Mad Max comme un western, un film de samouraï, un film de chevalier, etc. C'est à ce moment que le réalisateur comprend la portée universelle de son film, et c'est ce qui va orienter le reste de sa carrière. Peut-on frapper plus fort que le premier Mad Max ? La réponse est oui. Cependant, le tournage et la post-production ont été un véritable enfer et Miller veut passer à autre chose pour oublier ce tournage. Terry Hayes, qui va s'occuper de la novélisation du film, va accompagner Miller à Hollywood pour suivre un stage intensif sur la façon dont on fabrique des films pour des gros studios. Miller va rencontrer des confrères de sa génération comme George Lucas et Steven Spielberg. C'est là qu'il va découvrir les écrits de Joseph Campbell, le héros aux 1001 visages, qui a aidé Lucas à structurer l'histoire du premier Star Wars. Miller décide de donner une suite à Mad Max. Cette fois, on voit les choses en grand et en plus professionnel aussi. Kennedy et Miller, rejoints par Terry Hayes puis Brian Annant, qui va initier Miller au cinéma de Kurosawa, vont aider à l'écriture du scénario. Les distributeurs sont chauds et le budget est plus conséquent. Mel Gibson reprend du service et le design du film aura encore plus de gueule. La direction artistique est signée Graham Walker, qui finira par avoir une carrière à Hollywood. Dean Semler va se charger de la photo pour magnifier les paysages désertiques de l'Australie et qui sera attaché plus tard à pas mal de westerns ou à des films d'aventure. Et enfin, Norma Morrisseau au costume, jeune artiste qui avait travaillé avec les Sex Pistols et qui aura été témoin de l'émergence du mouvement punk en Angleterre. Tous les trois deviendront des collaborateurs plus ou moins réguliers de Miller. Le film sort en 1981 sous le titre Mad Max 2, mais aussi Mad Max 2, Le Défi, ou encore The Road Warrior aux États-Unis. Alors là, mes amis, si on devait donner la définition d'un film parfait, Mad Max 2 en serait une incarnation évidente. La parfaite maîtrise du scénario, le rythme du film, la capacité de Miller à spatialiser l'environnement, ce qui est un gros plus pour des scènes de poursuite tournées en plein désert, et c'est à partir de ce film que la saga va prendre une dimension mythologique. Le film commence sur la légende de Max, le guerrier de la route, qui va devenir le héros de l'histoire aux yeux du petit garçon sauvage qui est témoin de sa légende. Cette approche va guider la carrière de Miller qui n'aura de cesse de se poser la question du récit mythologique au cœur de ses films. Le deuxième film garde le ton enragé et violent du premier film, mais avec une maîtrise totale de tous les aspects artistiques. Miller et Kennedy créent, sans s'en rendre compte, le genre post-apocalyptique. Il est d'ailleurs amusant de constater que John Carpenter va aussi réaliser son film post-apocalyptique avec New York 1997, la même année. Sans Mad Max 2, pas de Terminator, pas de Ken le Survivant ou des tas de comics et de jeux vidéo inspirés du film, ou même des bis italiens opportunistes. Au Japon par exemple, il devient l'un des rares films étrangers avec Star Wars ou plus tard Aliens à influencer grandement la pop culture du pays. Mais Mad Max 2, c'est aussi des scènes d'action qui ont repoussé les limites du concevable et dont tous les réalisateurs qui vont s'essayer à la course-poursuite tenteront de surpasser. Niveau box-office, le film fait le double des recettes du premier Mad Max en Australie. Le film marche très bien aux États-Unis et finit par cartonner en location vidéo. Il est évident que ces deux succès consécutifs vont appeler à une autre suite. Malheureusement, la conception du troisième Mad Max va se faire sous de sombres auspices, puisqu'en juillet 1983, Byron Kennedy meurt dans un accident d'hélicoptère. George Miller a perdu son frère d'armes, la personne qui lui a permis de faire exploser sa carrière. Mad Max, au-delà du Dôme du Tonnerre, sera donc le premier film que Miller va exécuter en solo. Il reprend l'équipe du précédent volet avec des petits nouveaux comme Ed Vero, qu'il avait rencontré sur le tournage de la 4ème dimension pour les concepts et le storyboard. Mais cette fois, les enjeux sont plus élevés puisqu'il s'agit de conquérir Hollywood. Les médias s'intéressent beaucoup plus au film, Mel Gibson n'est plus le jeune débutant du premier opus, sa carrière connaît une irrésistible ascension. Le budget est plus élevé, Miller se paye Maurice Jarre à la musique pour une ambiance à la Laurence d'Arabie. Comme toute bonne production des années 80, le film sera accompagné de plusieurs morceaux de musique pop. Ici, c'est la chanteuse Tina Turner qui va s'en charger. Mais de l'avis de tous les fans, c'est l'épisode le plus décevant de la saga. En effet, là où les deux premiers étaient des modèles d'efficacité, on remarque une baisse de rythme en plein milieu de film. Et cette impression que le personnage de Max est aussi à l'aise avec des enfants qu'un sociopathe dans le Mickey Mouse Club. Et chose impardonnable pour beaucoup, Miller abandonne la violence des deux premiers films pour une ambiance plus légère. Mais ce troisième volet possède aussi de grandes qualités. Déjà, on peut voir ce que ça donne un Miller avec plus de moyens.
Sa mise en scène est beaucoup plus précise, les mouvements de caméra sont soigneusement synchronisés avec les gestes et les poses des acteurs, autant pour les scènes d'action que pour des scènes plus lyriques. La photo de Dean Semler est sûrement la plus belle de toute la saga, avec ses magnifiques couchers de soleil. Plus que les autres Mad Max, ce volet est sûrement le plus matriciel du reste de la carrière de Miller. Il amorce des figures qu'il va utiliser tout au long de sa carrière. La figuration du cosmos, avec ses nuits étoilées, pour confronter l'intimité de ses héros avec l'infini de l'espace. Le côté animiste de Miller y est plus prononcé, avec toute cette armée de cochons. Enfin, peut-être la thématique principale, l'importance du récit. Et oui, dans le film, que ce soit Bartertown ou le village des enfants, ces deux civilisations ont besoin du récit pour avancer, ainsi que d'un prophète pour leur rappeler leur importance. Antiti se dresse comme une sauveuse alors qu'elle a servi son peuple, et Savannah prend le rôle de prophétesse pour faire croire aux enfants que quelqu'un va les sauver. Miller avait sûrement besoin de ce catalyseur pour amoindrir la violence et la noirceur des Mad Max, afin de faire le deuil de son ami et d'atténuer sa douleur. Ain't we a pair? Raggedy Man. Malgré un succès critique et public mitigé, cela ne va pas empêcher Miller de continuer sur sa lancée. Il reste très attaché à son poste de producteur, que ce soit sur des séries, des documentaires ou des films sur lesquels il s'implique, comme Calme Blanc. En 1987, il réalise un de ses plus gros films de studio, Les Sorcières d'Eastwick. Le tournage sera une mauvaise expérience pour lui, entre sa mésentente avec l'actrice Cher et des problèmes avec le studio. Il va tout de même bien s'entendre avec Jack Nicholson, qui lui prodiguera quelques conseils pour survivre à Hollywood. En 92, il sort l'un de ses films les plus personnels, Lorenzo. Dans ce mélo qui parle d'une maladie rare qui a atteint un petit garçon, il partage son expérience du domaine médical et des difficultés de santé de sa fille dans un film purement spectaculaire. Il est affilié pendant longtemps au projet Contact, sur lequel il a travaillé à l'écriture du scénario et une bonne partie de la post-production. Ce qui ne lui a pas permis de réaliser un autre de ses projets, Babe, le cochon devenu berger de Chris Noonan en 1995. Par contre, il est tout de même impliqué dans la création de ce film qui sera un énorme succès et gagnera l'Oscar des meilleurs effets visuels. Cependant, le succès ne sera pas au rendez-vous avec sa suite, Babe 2, Un cochon dans la ville, qu'il réalisera cette fois. Il s'essaye à l'animation et à la capture de mouvement avec le génial Happy Feet en 2006. Le film est un énorme succès critique et public, et va le motiver à lancer son prochain film, Justice League Mortal. Malheureusement, les problèmes s'accumulent, la grève des scénaristes de 2007 qui annule pas mal de projets, des problèmes de budget avec le gouvernement australien, et le fait que le Batman Begins de Christopher Nolan débarque entre-temps. Miller ne se laisse pas abattre, pour les besoins du projet Happy Feet 2 en 2011, il fonde la société Dr. D Studios, qui va lui permettre d'avoir la main mise sur l'animation. Mais le film est un flop au box-office et Miller est obligé de fermer Dr. D Studios. Et c'est ainsi que nous arrivons sur Mad Max Fury Road. Alors évidemment, on ne fait pas un film comme Fury Road en claquant des doigts et en pensant à autre chose. Le film sort en 2015, mais il a mis au moins 18 ans à se faire. Après avoir été dégagé de la réalisation du film Contact au milieu des années 90, et après avoir récupéré les droits que Warner conservait sur la franchise Mad Max, Miller décide de faire revivre cet univers en série télévisée. C'est la rencontre avec le dessinateur de comics Brendan McCarthy qui va changer la donne. Il lui pitch une idée pour un 4e film. Motivé, Miller et Doug Mitchell, son associé, décident d'intégrer McCarthy dans l'écriture du film. En 1996, des tas d'idées sont jetées sur le tapis, l'inclusion d'un personnage féminin, la présence de jeunes filles captives, un seigneur de guerre cruel, etc. Mais Miller va modifier son modus operandi. Très vite, le script va laisser place à un gigantesque storyboard. Brendan McCarthy va être rejoint par 2 autres artistes, Peter Pound et Mark Sexton. Ils vont aussi travailler sur les designs et les concepts de véhicules, de personnages ainsi que sur les décors. Au final, ce seront plus de 3500 planches de storyboard qui feront office de scénario écrit. En 2001, Mel Gibson, alors en passe de tourner La Passion du Christ, accepte de se lancer dans l'aventure Mad Max une dernière fois avant d'être trop vieux pour ses conneries. Mais entre le premier Mad Max où il n'était payé que 15 000 $, il a eu le temps de devenir une des plus grosses stars des années 90 et d'exiger un salaire d'environ 25 millions $. Un an plus tard, la Fox accepte de débloquer un budget pour Mad Max Fury Road. Le tournage pourra donc commencer en 2003. Et c'est là que les ennuis vont commencer.
Pour plus de détails sur la production douloureuse du film, je vous conseille d'aller regarder la vidéo de Nicolas Delage sur sa chaîne YouTube. Elle traite de manière détaillée toutes les épreuves qu'ont subies George Miller et son équipe. Finalement, le tournage n'a pu commencer qu'en 2012. Alors, qu'est-ce que ça raconte Fury Road ? Dans un monde dévasté par des cataclysmes, Max, un ancien flic, erre seul dans le désert. Il se fait capturer par les Warboys, les membres de la tribu d'Immortan Joe, le puissant chef de la citadelle, un endroit où il a servi son peuple pour en tirer son pouvoir. Lors d'un convoi, l'impératrice Furiosa, un de ses fidèles généraux, le trahit en embarquant secrètement ses femmes à bord du camion. Joe se lance à sa poursuite avec toute son armée. Embarqué malgré lui dans cette traque, Max va devoir s'allier à Furiosa et à Nux, un jeune Warboy renégat, pour échapper aux griffes d'Immortan Joe. N'importe quel réalisateur vous le dira, tourner un film, c'est comme préparer une guerre. Et c'est encore plus le cas ici. Comme évoqué précédemment, le scénario de Fury Road est rapidement passé d'une version écrite à une version entièrement storyboardée. Brendan McCarthy va illustrer une grande partie des planches. Il sera rejoint plus tard par Peter Pound, lui aussi dessinateur de comics et qui avait déjà travaillé avec Miller sur Babe. Ce dernier va s'occuper des designs de véhicules. L'idée de Miller était, je cite, de faire un film, comme le disait Hitchcock, où les Japonais n'auraient pas besoin de lire les sous-titres. Miller va aussi demander l'aide de Nicolas Torris pour la conception du script. Vous avez pu le voir dans le tout premier Mad Max, ici, là. La Torris est surtout connu en Australie pour avoir joué dans la série Heartbreak High, connue en France sous le nom de Hartley Cœur à Vif, où il était aussi le coach de tous les jeunes acteurs du cast. Il avait envie de dépeindre de façon réaliste la multiplicité ethnique de son pays. Sa venue sur Fury Road a grandement aidé à construire un univers cohérent, à développer tout le background de chaque personnage, la façon dont ces sociétés fonctionnent, quelles sont leurs croyances, etc. Et oui, pour créer un tel univers, il faut une base sacrément solide, et plus on creuse loin dans le passé supposé des personnages, mieux on peut les construire. Pour la photo, ce ne sera pas Dean Semler comme sur les 2 derniers films, mais John Seal. Une bonne façon de changer de fond en comble le look de la saga. D'autant plus que ce sera son premier tournage avec des caméras numériques. En plus d'un accès aux dernières caméras Alexa de l'époque, l'équipe de Miller aura passé du temps à développer une caméra 3D assez solide pour survivre au désert. Initialement prévu pour être un tournage en 3D, le film a fini par être tourné de manière plus traditionnelle, principalement à cause des conditions de tournage qui auraient compliqué la tâche. Qu'à cela ne tienne, Miller et son chef opérateur vont tourner le film avec un maximum de caméras. Cela afin de capter le plus de points de vue possible pour l'étape du montage. Rajoutez à cela des images montées sur des véhicules tout-terrain et un peu partout sur le War Rig pour capter le maximum d'images. Parlons du montage. Il est assuré par Margaret Sixel, la femme du réalisateur. Contrairement aux 3 premiers Mad Max, Sixel va être la première femme à monter un film de la franchise. Miller voulait une sensibilité plus féminine pour le film. Avec 10 à 12 heures de rush par jour, 6 équipes avec 22 caméras, Margaret Sixel va mettre pas loin de 3 ans pour monter Fury Road. En résulte un film avec environ 2700 plans. Pour fluidifier l'envoi des rushs, Miller a bénéficié de stations de montage en Namibie grâce à un réseau de télécommunications pouvant envoyer des images à haut débit ou même de partager ces dernières en temps réel sur des tablettes connectées. Ainsi, Miller pouvait avoir un œil sur les différentes caméras. Évidemment, Miller et son équipe ont assuré un tournage efficace permettant à Sixel d'avoir du matériel de bonne qualité. Les cascades bien chorégraphiées, les multiples caméras pour couvrir les scènes d'action, les images de compositing, etc. Elle avait le choix de tester plusieurs options avec son équipe. Puis, avec Miller, il décide du montage le plus pertinent. De ce fait, ils enlèvent tout ce qui ne sert pas à la narration du film. La monteuse comparera l'exercice du montage à la composition d'une partition musicale. Même si, plus tard, le studio imposera son propre montage à Miller pour passer le film en dessous de la barre des 100 minutes afin de le classer PG-13, Miller et Sixel finissent par avoir gain de cause en livrant un film de 120 minutes et classé R, en récupérant même des idées de montage que le studio aura imposées. Toutes les cascades sont coordonnées par un vétéran de la franchise, Guy Norris. Il a eu la chance de commencer sa carrière avec le 2e Mad Max, puis il continuera son bonhomme de chemin avec d'autres films de Miller et plusieurs autres films hollywoodiens. Pour les combats, on fait appel entre autres à Richard Norton. Alors, pour les petits jeunes qui se demandent qui est Richard Norton, il faut aller du côté de la VHS. C'était lui qui doublait Michael Dudikoff dans American Ninja. Non, ça ne vous dit rien.
Alors c'est lui qui va aussi s'occuper des cascades de son pote Chuck Norris avec la série Walker Texas Ranger. Toujours rien ? Plus tard, Norton va faire une belle carrière à Hong Kong où il fera la rencontre de stars comme Cynthia Rothrock ou encore Jackie Chan. Le voilà donc propulsé sur cette super production américaine. Comme l'avait fait Miller sur Mad Max 2 et 3, il va engager des profils particuliers pour la direction artistique du film. Colin Gibson et Jenny Bevan. L'un a travaillé sur une comédie queer et l'autre sur des tas de films d'époque. Ils vont avoir l'occasion d'exprimer leur excentricité à travers les décors et les costumes. Enfin, n'oublions pas les acteurs du film, tous vont avoir l'occasion de réfléchir au background de leurs personnages respectifs afin de nourrir cet univers. Par exemple, les actrices qui jouent les femmes de Joe vont rencontrer Eve Ensler, l'auteur de la pièce Les monologues du vagin, afin de créer des personnages crédibles et qui représentent différentes visions de la féminité. Tout cela afin d'éviter un point de vue exclusivement masculin dans l'écriture du scénario. Alors, avec cette équipe gagnante, Miller est prêt à affronter un tournage qui s'annonce très difficile. Mais entre Mad Max 3 et Fury Road, il ne faut pas oublier qu'il a accumulé de l'expérience autant dans le tournage traditionnel que dans le film d'animation. Et oui, avant les Happy Feet, Miller possédait déjà un sens du découpage et du rythme que l'on pourrait qualifier de musical. Chaque élément présent à l'écran doit être synchronisé sur un tempo bien précis et délivrer une information spécifique. Max! 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 Holy Toledo! Hey, you guys! What happened up there? Sur les Happy Feet, il a eu la possibilité d'aller plus loin dans le contrôle. La façon de faire bouger ses personnages, les mouvements de caméra, surtout que cette fois, il peut faire circuler la caméra où bon lui semble, et il ne va pas s'en priver. Il s'amuse à changer d'échelle de plan de manière radicale, sans jamais rendre la scène confuse. Un dynamisme que même les meilleurs Pixar ne possèdent pas. De plus, cette façon de filmer sert carrément le propos du film, puisqu'il cherche à confronter l'infiniment grand et l'infiniment petit. C'est encore plus flagrant dans le deuxième Happy Feet, où les jeux d'échelle sont complètement dingues. Je parlais de musique tout à l'heure, et ces films sont aussi des comédies musicales. Et entre la comédie musicale et le cinéma d'action, il y a beaucoup de similarités. Et cette expérience sur l'animation va beaucoup lui servir sur Mad Max Fury Road. D'ailleurs, on peut s'amuser à repérer les plans que Miller a repris des Happy Feet pour les injecter dans le 4e Mad Max. Miller va laisser exprimer son sens aigu de la rythmique et du découpage, comme par exemple dans cette scène. On suit des lignes grâce au mouvement de la caméra qui nous dévoile progressivement des informations, on voit des femmes qui se font traire, leur lait est testé par le fils demeuré du méchant, et on finit par remarquer un autre personnage dans le cadre qui vient perturber cette scène. Hey, Pa, you know about this? En même temps qu'il dirige notre regard de spectateur, Miller nous bombarde d'informations qui passent de manière fluide. Mais alors, comment retrouver ce dynamisme dans les scènes d'action ? Il va couvrir la plupart de ces scènes d'action avec pas moins de 20 caméras simultanément pour en dégager les plans les plus pertinents. Sa méthode de tournage est assez particulière, ce qui a pour effet de déstabiliser le travail des acteurs. Par exemple, Tom Hardy ne comprenait pas pourquoi il devait réaliser des petites actions, sachant qu'il n'a pas beaucoup de lignes de dialogue. La vraie force du travail de George Miller vient du découpage et du montage. Ne nous méprenons pas, ce n'est pas le genre de réalisateur qui va accumuler les prises pour sauver son film au montage. Il sait exactement quel plan il veut pour l'efficacité de son film. Conscient que le cinéma d'action a beaucoup évolué entre les années 80, date du dernier Mad Max, et les années 2010, le réalisateur va prendre en compte que ce genre a subi une accélération au niveau du rythme et du nombre de plans. Mais le gros problème de cette période, c'est qu'elle a fini par bafouer toutes les règles essentielles à la lisibilité. Je vous mets au défi de comprendre la spatialisation des scènes d'action de films comme Die Hard 4, Quantum of Solace, les Tekkenry de Liam Neeson, certains aspects des Jason Bourne ou même un Transformers pour se souvenir où en était ce genre. Miller va utiliser une règle essentielle mais qui a été complètement négligée par la plupart des cinéastes, celle de guider le regard du spectateur. Par exemple, sur des plans larges comme celui-ci, on voit les sbires de Joe au premier plan, puis les signaux de détresse qui grimpent vers le haut du cadre pour que l'on finisse par remarquer le véhicule de Furiosa. Ensuite, on raccorde avec un plan de ce véhicule grâce aux signaux de couleur dans le ciel pour avoir une idée de la distance qui sépare ces deux groupes. Maintenant, voyons comment Miller va s'y prendre pour filmer une scène d'action plus frénétique. Pour info,
La durée moyenne d'un plan de Fury Road est d'environ 2,6 secondes, là où un film Jason Bourne par exemple possède des plans d'environ 2,4 secondes. Pas une grande différence me direz-vous? Alors comment Miller s'y prend pour que l'on comprenne ce qui se passe à l'écran? C'est très logique. Il choisit de filmer ces scènes avec l'information essentielle au centre du cadre. De cette façon, l'œil du spectateur est immédiatement focalisé dessus et il ne passe pas son temps à chercher à droite ou à gauche. Même quand la caméra est en mouvement, les caméramans doivent veiller à garder l'information la plus importante au centre de l'image. De cette façon, il peut accélérer le rythme d'une scène d'action à sa guise, puisque le spectateur va très vite savoir se repérer dans le cadre. Pour capturer toute la rage qui anime les courses-poursuites, l'équipe du film a mis au point des caméras mobiles montées sur des véhicules tout-terrain. Elles peuvent filmer à 360 degrés et passer à des endroits qui semblent impossibles. Ainsi, le réalisateur peut capturer toute l'énergie cinétique qui se dégage de ces poursuites et surtout réduire le nombre de prises puisque les cascades, étant réalisées en dur, seraient trop compliquées à exécuter plus d'une fois. Dans une décennie bourrée de films d'action et de super-héros, et où généralement les références cinématographiques ne dépassent pas les 30 ans, Mad Max Fury Road fait figure d'exception, puisque Miller va puiser ses idées dans le cinéma muet. Il s'agit de retrouver la liberté de mouvement du cinéma des origines. En cela, c'est une démarche similaire à la performance capture initiée par Robert Zemeckis. Miller va ainsi conjuguer la folie et la dangerosité des scènes d'action de cette lointaine époque, où l'on n'avait pas l'air de se soucier si le cascadeur allait s'en sortir vivant. Bon sang, même les actrices qui jouaient les vieilles femmes ont fait elles-mêmes leur cascade. Le réalisateur veut retrouver la puissance d'évocation du cinéma muet afin de toucher à une sorte d'universalité. Il va aller jusqu'à utiliser des techniques et des méthodes datant de cette époque, comme les variations de vitesse, les vues subjectives à travers les objectifs, qui rappellent les ouvertures d'iris de ces vieux films, les décors très conceptuels du désert, ou encore les nuits américaines. Mad Max Fury Road prend le pari de raconter son histoire à travers les images et le mouvement. Prenons par exemple le combat entre Max et Furiosa. À première vue, c'est une bagarre efficace, bien montée, bien rythmée, mais elle ne propose rien d'autre qu'un moment de défoulement. Eh bien, vous avez tout faux! Enfin, pas complètement. Certes, cette baston défoule bien, mais elle a la particularité d'être purement narrative. Dans la tradition des films asiatiques, cette scène permet de présenter les personnages les uns aux autres. Par leur façon de se battre déjà, on voit que Furiosa est prête à tuer Max sans broncher, ce qui en dit long sur sa détermination. Alors que Max est plus sur la défensive. Il va tenter de désarmer Furiosa à plusieurs reprises, mais uniquement pour la soumettre. Rajoutez à cela Nux, qui va collaborer avec Max et les 5 femmes qui tentent d'aider Furiosa. C'est une rencontre à la fois physique, spirituelle et même intellectuelle, puisque les rivaux vont devoir être de fins stratèges pour défaire leur ennemi. Je pense sincèrement que n'importe quel réalisateur aurait bombardé cette scène de dialogue pour bien faire comprendre aux spectateurs quels sont les enjeux qui motivent les personnages. Finalement, ce procédé de découverte mutuelle par le combat est quelque chose que l'on retrouve beaucoup dans les films asiatiques. Les Wachowski ont d'ailleurs bien compris la leçon dans les Matrix. You do not truly know someone until you fight them. Que dire aussi des 2 grosses scènes de course-poursuite du film? On l'a vu dans d'autres épisodes du Top 25, la figure de la course-poursuite est beaucoup plus impactante lorsqu'elle est chargée narrativement et émotionnellement. Que ce soit celle de To Live and Die in LA ou Terminator 2, qui font entrer de force les personnages dans la marginalité et l'illégalité en les faisant circuler à la limite de la ville. Ou encore celle de Ready Player One, qui invite le héros à retourner aux sources des univers qu'il vénère, et donc de rouler en marche arrière. Je vous invite à regarder la vidéo de la chaîne Versus, qui compare Mad Max Fury Road avec le film Le Mécano de la Générale, réalisé par Buster Keaton en 1926. On y trouve, certes, le goût pour les cascades improbables, et tout un film construit autour d'une course-poursuite. Mais ce que va en retirer Miller, c'est son efficacité narrative. Oui, parce qu'à l'époque du cinéma muet, ces films avaient pour objectif de faire comprendre le maximum d'informations par le biais d'éléments visuels. Les décors, les costumes, la façon dont les acteurs bougent, et l'idée du mouvement pour signifier l'évolution de la narration, le récit qui avance, bref, ce qu'on appelle faire du cinéma. Ici, il est question de fuite en avant et de retour en arrière. Au début du film, lorsque Furiosa conduit le War Rig, on remarque que la plupart des travelling, des directions de regard et autres mouvements de caméra sont filmés de gauche à droite, en totale opposition avec la façon de filmer la toute dernière poursuite. Une façon de faire comprendre aux spectateurs, par la mise en scène, que le voyage qu'ils ont entrepris les a totalement changés.
C'est dans le mouvement et l'action que vont se révéler les personnages, mouvement lié à une figure de pur cinéma, la course-poursuite. Si environ 80% du film a été tourné en dur, avec de vraies cascades, de vraies explosions, des vrais décors et un vrai guitariste qui crache des flammes, il ne faut pas négliger non plus l'apport des effets visuels. Alors que le public commençait à se plaindre des effets numériques à outrance dans les films, Miller sait qu'il ne peut pas faire sans pour pousser ses expérimentations visuelles. Alors évidemment, il y a de la démultiplication de foule, des effacements de câbles, des prothèses à modifier comme le bras de Furiosa, mais il y a aussi beaucoup de compositing sur les environnements pour donner une ambiance presque conceptuelle au film. Miller arrive à créer une synergie entre les différents départements artistiques en charge des images. Par exemple, le superviseur des effets visuels va travailler en étroite collaboration avec le responsable de l'étalonnage. Là où la plupart des gros blockbusters délèguent les scènes numériques complexes à des équipes spécialisées, ce qui peut donner cette sensation de voir de grosses différences de mise en scène entre les moments avec les acteurs et les scènes d'action, Miller, lui, possède une vision globale de son projet de mise en scène, et une plus grande connaissance de l'intégration de ces outils dans un film live-action. Ce qui fait que toutes les scènes se répondent de manière organique. C'est un total d'environ 2000 plans avec effets visuels pour 30 mois de post-production que vous voyez dans le résultat final. Bon, je vous ai déjà parlé du voyage du héros et de la théorie du monomythe développée par Joseph Campbell qui parle du cycle initiatique que le héros va accomplir. C'est une théorie qui a nourri beaucoup de scénaristes à Hollywood et dont George Miller est l'un des plus fervents praticiens. On va attaquer le point qui a un peu divisé les spectateurs et la critique. Le scénario. Je vous partage une citation d'Alexander McKendrick, un réalisateur qui a enseigné l'écriture de scénario. Dans une histoire, tout personnage est plus ou moins la voix déguisée de l'auteur, car il est une invention de son créateur. Ce n'est pas seulement le héros, mais l'ensemble des figures actives et liées entre elles qui sont les projections de son esprit. J'ajouterai que n'importe quel élément visuel du film, les personnages, les décors, les costumes ou même les scènes d'action servent à raconter quelque chose et tout ce que l'on voit dans le film est une représentation mentale du protagoniste. C'est une chose qui s'est perdue de plus en plus au cinéma, la capacité de présenter un personnage grâce à son apparence, à sa démarche ou sa façon de se comporter, bref, avec des idées visuelles. Par exemple, comment poser simplement le personnage de Max en un plan. Miller nous fait comprendre ce qui motive le personnage, où il en est psychologiquement, etc. L'étendue désertique devant lui n'est rien de moins que la manifestation de son désert mental. C'est un personnage seul, isolé, voire fou, et qui est en fuite perpétuelle, à en juger par sa réactivité à déguerpir rapidement, mais qui va se faire rattraper par ses démons intérieurs. Here they come again, worming their way into the black matter of my brain. Démons qui vont l'amener droit au repère d'Immortan Joe. À ce titre, son opposition avec le méchant est intéressante. Comme Max, Immortan Joe est un ancien représentant de l'ordre. On en déduit cela par les médailles militaires sur son plastron. Mais contrairement à Max, qui ressasse son échec envers les gens qu'il aurait dû sauver, Joe se présente comme un sauveur, un prophète qui guide son peuple. Il a bâti une citadelle permettant de faire vivre des milliers de gens, alors que Max est un nomade qui fuit continuellement les autres. À ce stade du film, Max n'est pas assez fort pour affronter le despote et ses sbires. Il n'est là que pour alimenter les Warboys en sang frais. Il en est réduit à n'être qu'une ressource d'énergie. Mais dans sa fuite, il va rencontrer Furiosa et les femmes de Joe, une source vitale dont il n'avait pas accès jusque-là. Ce n'est pas pour rien qu'elles sont filmées sous un soleil radieux avec une lance à eau. Non, ce n'est pas un fantasme de gros mâles hétéros, mais bien la représentation quasi divine de figures qui représentent une source de vie, un symbole de fertilité dans un monde stérile. En gros, quelque chose de vivant dans l'existence vide de Max. Vous aurez remarqué aussi que, depuis le début du film, on ne distingue pas clairement le visage de Max. Il ne s'exprime quasiment pas, il porte une énorme barbe au début, enfin il est bâillonné, puis finit par porter une muselière. Une façon de faire la transition entre deux acteurs, Mel Gibson et Tom Hardy, mais en tant que bon élève de Campbell, Miller comprend qu'un mythe, un héros, n'a pas un visage défini. Peu importe l'acteur, ce qui compte, c'est ce qu'évoque le personnage de Mad Max dans l'inconscient collectif. Bref, Max finit par montrer son visage au moment où il s'engage dans l'aventure. Le mythe est de retour. Au fur et à mesure du récit, il va collaborer de plus en plus avec Furiosa, comme lors de cette scène dans les marais où les deux renégats vont agir comme un seul corps pour vaincre les hommes de Joe. Plus tard, il va aussi rencontrer les Vuvalini, de vieilles femmes qui se sont écartées du monde des hommes.
Ces dernières représentent aussi les vestiges d'un ancien monde, et leur comportement n'est pas si éloigné de Joe, puisqu'elles gardent aussi des ressources précieuses. Mais contrairement à Joe, elles vont partager leur savoir. Cette étape marque la reconnexion progressive avec une source de vie que Max avait complètement perdue. Grâce à Max, Furiosa est alors capable d'affronter son ennemi, de faire face à ce qu'elle a toujours fui. Quand il ramène le corps de Joe aux yeux de tous à la citadelle, Max aurait pu prendre la place de l'ancien despote, voire même faire de Furiosa son plus fidèle général, comme disait Immortan Joe. Once again, I salute my Imperator Furiosa. Bref, il aurait pu répéter le cycle indéfiniment. Toujours en tant que bon élève de Joseph Campbell, Miller va retenir un enseignement très important dans le cycle du héros, qui est que ce dernier ne peut pas prendre part au nouveau monde qu'il a contribué à créer, car il fait partie de l'ancien monde, et qu'il n'a plus sa place ici. Comme à la fin des 2 derniers Mad Max, ce dernier va se retirer de l'écran, une figure qui évoque beaucoup de westerns, comme par exemple la prisonnière du désert. Max a résolu sa problématique. Il n'est plus hanté par sa culpabilité, mais mieux encore, il a fait de Furiosa une nouvelle figure héroïque. Rares sont les réalisateurs qui arrivent à mêler l'infiniment grand et l'infiniment petit dans une même histoire. Miller s'en est fait une spécialité. Il raconte les enjeux intimes de Max qu'il va lier à des enjeux cosmogoniques plus grands que lui, afin de ramener un nouveau héros, un nouveau mythe fédérateur, Furiosa. Le film fonctionne beaucoup aussi sur le principe narratif du planting et du payoff. En gros, on plante un élément en début de film pour qu'il trouve une résolution à la fin. C'est ce qu'on appelle le fusil de Tchekhov en dramaturgie. Regardez un peu. On voit Max sur le point de se faire marquer du sceau d'Immortan Joe. Plus tard, on remarque que Furiosa porte cette marque sur sa nuque. On en conclut qu'elle est la propriété du despote. Elle est la conductrice principale du War Rig, le meilleur véhicule de guerre du méchant, qui porte aussi sa marque. À la fin, après l'avoir tué, le War Rig est détruit et la dernière image qu'il reste du véhicule est le logo du méchant, symbole de la fin de son règne. Quand Max se fait capturer, les War Boys lui tatouent son groupe sanguin sur le dos. Il est donneur universel, comme tout bon héros mythologique qui se respecte. Il est d'abord utilisé comme une ressource pour les War Boys, il est relié par une chaîne à Nux. Chaîne qui symbolise le fait que Max est toujours prisonnier d'Immortan Joe. Lors de la poursuite finale, Max va briser ses chaînes pour bien signifier qu'il est libre. Et pour revenir à cette histoire de sang, lorsque Furiosa sera gravement blessée, une des Vuvalini suggère de faire une transfusion. En tant que spectateur, nous savons que Max est donneur universel. Il est donc logique qu'il finisse par lui donner son sang. Jusque-là, les personnages ne se définissaient que comme étant des ressources d'une mécanique qu'avait instaurée Immortan Joe. Il n'y a qu'à voir la façon dont Organic traite l'enfant mort-né de Angarad. Hey, Rigdus! You lost a baby brother. Perfect in every way. Les femmes ne servent qu'à procréer ou à fabriquer du lait, les War Boys ne sont que de la chair à canon, Furiosa n'était que la conductrice du War Rig, et Max n'était qu'un bloodbag pour nourrir les War Boys. À la fin, Max transfère son sang à Furiosa. Ils se guérissent mutuellement grâce à l'échange le plus humain et le plus intime qui se conclut sur cette phrase. Max. My name is Max. Des exemples de ce type, il y en a des tas dans ce film. Comme le premier suicide d'un des War Boys, on comprend que ces hommes sont complètement endoctrinés par Joe. Comme Mumble dans Happy Feet, c'est le plus faible de la communauté qui va finir par entamer un voyage aux limites du monde. Nux va se rendre compte que son dieu est faillible lorsqu'il sera mis en échec par Max et Furiosa. L'immortalité promise à tous les War Boys ne va servir que son despote, alors que Nux va véritablement trouver l'immortalité auprès du personnage de Capable, avec qui il a noué une relation. Celle-ci va être témoin de son histoire et finira par raconter son récit à travers le temps. Exactement comme il l'avait prédit au début du film. I live, I die, I live again! En réalité, le scénario de Mad Max Fury Road est un réseau très complexe de symboles que le spectateur va devoir retenir très attentivement pour suivre le bon déroulement de l'histoire. Assez parlé de Max. Il est temps de passer en revue l'autre personnage central du film, Furiosa. Le film a pour ambition de renouer avec le féminin sacré. Pour vous citer la définition de Wikipédia, la notion de féminin sacré renvoie à une croyance ésotérique selon laquelle les femmes possédaient un pouvoir surnaturel particulier.
activables grâce à une initiation à l'occulte. Par exemple, dans l'hindouisme, la mère est l'organisatrice de toute cosmogonie. Sarasvati, déesse de la connaissance et des arts, épouse Brahma, le dieu créateur démiurge qui s'est fait pousser 5 têtes pour pouvoir la surveiller. Dans la mythologie celtique, il y a la figure tragique de la jeune Deirdre, qui est issue des puissances de la nature et qui va fuir dans la forêt pour échapper à son union avec le vieux roi Concobar. Le culte de la déesse mère, qui est un des premiers cultes qu'ait connu l'homme, renvoie à l'idée de la fertilité, de la fécondité et de la nature. Le concept de féminin sacré a beaucoup inspiré la pop culture. Par exemple, plus près de nous, il y a le personnage de Neytiri tiré du film Avatar qui représente la part féminine du héros. Un héros qui vient d'un monde patriarcal où il n'y a plus de nature, un personnage coupé en deux et qui va devoir redevenir complet en se reconnectant à la nature et donc à son côté féminin. Car il est aussi question de cela dans Mad Max Fury Road. En effet, Furiosa est sensiblement basée sur la figure de Jeanne d'Arc. D'ailleurs, Miller rend hommage au film de Carl Theodor Dreyer en relookant Charlize Theron comme dans ce film de 1927. Le réalisateur avait déjà abordé cette figure historique lorsqu'il travaillait sur le scénario de Contact à travers le personnage incarné par Jodie Foster. Alors, il est vrai qu'en France, Jeanne d'Arc est souvent associée à une image nationaliste récupérée par des mouvements d'extrême droite. Mais dans les pays anglo-saxons, c'est une figure de l'émancipation féminine, ainsi qu'une icône des mouvements LGBTQ+, de par son look androgyne. Mais dans Mad Max Fury Road, l'androgynie est à prendre au sens platonicien du terme. On parle d'un individu non sexué et qui a dépassé la dualité du masculin et du féminin, et qui représente une sorte d'humain originel. Et oui, nous avons d'un côté Max, guerrier solitaire, qui va se retrouver submergé par les Warboys à la solde d'Immortan Joe, un autre puissant guerrier. Et de l'autre, nous avons Furiosa, capturée par Joe et qui essaye de fuir avec ses femmes pour rejoindre la Terre Verte aux innombrables mers. Dans ces mythes, pour retrouver l'état originel de l'univers, il faut que ces deux forces parviennent à se réunir afin de dépasser leurs conditions individuelles et reprendre leur place dans le monde. What's your name? What do I call you? Does it matter? D'ailleurs, il est intéressant de voir que Max et Furiosa ont à peu près le même look. Miller va même reprendre des symboles issus de la tradition hermétique pour marquer leur appartenance à deux énergies fondamentales. D'un côté, Max est affilié au feu, à la poussière ou au soleil, symbole de stabilité, alors que Furiosa est lié à l'eau, au vent ou à la lune, symbole de changement. Les deux énergies doivent s'unifier afin de s'harmoniser. D'ailleurs, Miller nous montre ce processus de réunion en jouant sur des effets miroirs entre les deux protagonistes. Cette harmonisation de l'univers prend place une fois que Max décide de donner son sang à Furiosa. Il se reconnecte à la conscience du monde. Comme l'atteste l'image finale où ce qui était séparé devient entier. Contrairement à Immortan Joe qui veut s'emparer du pouvoir des femmes pour fabriquer un enfant mâle afin de renforcer son statut divin. Parlons-en vite fait de ce personnage. C'est une figure que l'on retrouve dans quasiment tous les films de Miller. Il est d'ailleurs amusant de noter que Joe fait appel à tout un processus de mise en scène pour s'imposer comme un être divin. Il prépare son meilleur costume pour entrer en scène, il se fait éclairer par un projecteur, il ouvre les vannes d'eau par sa propre volonté, alors qu'il y a toute une machinerie cachée derrière, activée par des enfants en plus de cela. Il fait croire à son peuple par de grands récits qu'il est leur protecteur. I am your Redeemer! It is by my hand you will rise from the ashes of this world! Mais comme dans Le Magicien d'Oz, le pouvoir du démiurge est artificiel. Et comme Dorothy, Furiosa va comprendre que la seule issue pour défaire le pouvoir de Joe est de revenir en arrière. Parce que... There's no place like home. There's no place like home. Ce qui est une première dans la saga Mad Max, où le héros guidait un peuple vers un ailleurs, alors que cette fois, ils retournent à leur point de départ, mais vers une destination concrète. Je vais comparer encore une fois les deux films, mais Immortan Joe se rapproche beaucoup de Quaritch, le méchant d'Avatar. Tous les deux sont des figures masculines autoritaires, bardées d'attirail technologique, qui manipulent les foules par de gros discours, et qui veulent mettre la main sur une source de vie symbolisée par des personnages féminins. Voilà en gros ce qu'on peut sortir du scénario de Mad Max Fury Road.
Ce qui est incroyable, c'est de comprendre comment Miller arrive à articuler tous ces symboles à l'intérieur d'une aventure simple et linéaire. Parce qu'un film comme celui-là demande beaucoup d'intention de la part du spectateur, qui va devoir retenir beaucoup d'informations sans jamais qu'il ne s'en doute. Rares étaient les films qui avaient la même qualité d'écriture à l'époque. La faute à un système qui accumule les scénaristes pour satisfaire les avis des exécutifs de passage sur un projet. Mad Max Fury Road est un film unique en son genre, d'autant plus lors de sa sortie. Il n'existait quasiment plus de grosses productions fabriquées de cette façon. Un film qui a été peaufiné pendant 18 années, puis tourné pendant des mois dans le désert dans des conditions difficiles, avec des véhicules, des figurants, des cascadeurs et des décors, puis mixé avec des ajouts numériques et un travail minutieux sur le montage. Non, décidément, aucune grosse production des studios ne pouvait se vanter d'avoir accompli un tel travail. Lors de sa sortie en 2015, la saga Mad Max n'était pas la seule à renaître de ses cendres. 4 autres sagas faisaient leur comeback. Star Wars, Jurassic World, Creed et Terminator Genesis. Mais ces films n'ont fait que récupérer les simulacres visuels des originaux pour ne pas effrayer le spectateur en plein trip nostalgique. Finalement, ces films ont été des impasses et n'ont pas réussi à proposer un renouveau dans ces univers, à en juger par le mécontentement global des spectateurs. L'approche de Miller est radicalement différente de ces films. Dès les premières minutes de Fury Road, il prend soin de casser tout ce qui peut faire penser aux anciens films. La destruction de l'Interceptor, le visage de Max, ou le fait que le héros soit fait prisonnier une bonne partie du début, ce qui le rend inactif dans le récit. Mais le réalisateur va aussi récupérer différents motifs des 3 premiers films pour en ressortir un archétype. Peu importe que le trauma de Max ne soit pas le même que dans les films originels, l'archétype, lui, reste le même. Ainsi, Miller détourne des tas d'éléments visuels des premiers Mad Max pour former son univers et mieux le détruire au final, pour créer quelque chose de neuf. Comme Happy Feet 2, Mad Max Fury Road est aussi un film sur la transmission aux futures générations, comme d'autres réalisateurs de la même époque. En exploitant de nouvelles formes cinématographiques, tout en se ressourçant dans le cinéma des origines, il lègue au spectateur un univers plein de promesses. Même si le succès au box-office est loin d'être aussi fulgurant que ses concurrents, Mad Max Fury Road a fait l'objet d'un suivi culte, que ce soit les réalisateurs qui se sont exprimés sur le sujet, comme Edgar Wright, Guillermo del Toro, Brad Bird, Bong Joon-ho ou Rian Johnson, mais aussi les spectateurs. Le film a aussi fait le tour des festivals et des récompenses. Outre le fait qu'il ait fait l'ouverture de Cannes en 2015, You have to be a little bit mad to play Mad Max. No. Normal. Okay, sorry. Oh my God. il a aussi remporté 6 Oscars techniques, dont celui très mérité du meilleur montage. À l'heure où cette vidéo sort, George Miller nous prépare ses 2 prochains films basés sur l'univers de Mad Max. Furiosa d'un côté, qui va nous raconter la jeunesse de la future impératrice, avec Anya Taylor-Joy dans le rôle titre. De l'autre côté, on espère voir la sortie de Mad Max The Wasteland, mais des problèmes d'ordre financier et juridique semblent retarder l'affaire. Voilà, ce sera tout pour cet épisode qui conclut ce top 25. J'espère que cela vous a plu, même si je ne postais pas des vidéos de façon régulière. J'ai pris beaucoup de plaisir à les faire. J'espère que vous avez pris plaisir à revisiter avec moi différents aspects du cinéma mondial, même si je suis loin d'avoir tout abordé. Vous pouvez continuer à me suivre sur Twitter, Instagram ou Facebook. C'était le Last Geek Hero, over.